Ah, Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour venir assister à la conférence de Monsieur Bucaille, qui va nous parler de son ancêtre, dont une des caractéristiques, si j'ai bien compris, est d'avoir eu une longévité municipale assez extraordinaire. Donc, je vais vous laisser tout de suite la parole pour nous faire découvrir votre personnage, votre héros, si je puis dire. je remercie Madame la Présidente de me donner cette occasion et je remercie tout le bureau de la Cité historique du 6e qui non seulement m'accueille, mais m'a fait gentillesse de contribuer fortement à cette petite présentation. Alors évidemment, on peut se demander pour... Voilà, on peut se demander pourquoi consacrer un peu de temps à Victor Bucaille. Un certain nombre de visages familiers dans l'existence ne se pose peut-être pas la question, mais pour les autres, effectivement, c'est une longévité tout à fait exceptionnelle puisque il a été élu du quartier de l'Odéon à partir de 1925, puis de la totalité de la rive gauche pendant une durée qui n'a pas tellement d'équivalent dans la politique municipale du XXe siècle. Il a terminé à sa mort, il était vice-doyen d'âge et doyen d'élection. Et surtout, il a été membre du bureau du conseil municipal à deux reprises pendant une petite dizaine d'années. D'abord en tant que syndic dans les années 30, et j'y reviendrai, puis président de la commission des finances, la première commission, pendant 10 ans, entre 59 et 69. Mais c'est un faible titre de gloire. Je pense que le plus important, c'est qu'il a été membre de la Cité historique du 6e arrondissement à partir de 1926, ce qui en fait quand même un membre éminent. Ces 60 années sont des années, il arrive à Paris en 1909, sont des années très importantes pour Paris, qui ont connu à ce moment-là une transformation tout à fait exceptionnelle. Paris, quand il arrive, est presque au fait de sa population, avec environ 3 millions d'habitants. À sa mort, c'est 2,5 millions, mais surtout, Paris, c'était l'Île-de-France, c'était plus de la moitié de la population totale. Le Paris de la fin des années 60 n'est déjà plus que un quart de la totalité de la région parisienne. Donc c'est un bouleversement énorme qui se traduit. Alors il y a un livre absolument magnifique qui s'appelle des fortifs aux périphes, puisque Paris en 1919 était encore ceint de murs. Les murs ont été abattus à ce moment-là, au lendemain de la guerre, et ça a été la grande affaire municipale des années 30-40. Et l'urbanisation, la nouvelle urbanisation de Paris, qui a abouti à la création sur cet emplacement des fortifs du périphérique, ça a été l'histoire municipale de Victor Bucaille. C'était aussi une vie qui était entre l'Église, l'État et la ville. Et on a choisi un exemple particulier qui nous est proche, puisqu'on le voit d'ici, qui est celui de l'allée du Séminaire, pour illustrer ces interactions dans lesquelles Victor Bucaille a joué un rôle particulier, tout à fait éminent, parce qu'il se repérait parfaitement entre ces différents rôles. Dans un monde qui est complètement perdu pour nous, plus personne ne connaît le nom des cardinaux archevêques de Paris, encore moins ceux des membres éminents de la curie, des politiques internes du Vatican, ni le nom de Tardieu, Briand ou même Poincaré qui nous paraissent fort lointains. Donc c'est ce monde perdu qu'on va essayer de revoir un petit peu ensemble. Alors, je me livre à un exercice qui est assez difficile, qui est celui de la biographie. Évidemment, il faut mêler la piété filiale ou petite filiale, je dirais, et la rigueur scientifique, la rigueur historique. J'ai pu mettre la main sur un certain nombre de sources nouvelles que mes prédécesseurs, mes oncles ne connaissaient pas, et puis aussi la puissance des moteurs de recherche, et enfin enfin la très riche ressources iconographiques de la Cité historique du 6e, que je remercie à nouveau. Alors le problème de la biographie, c'est que c'est un travail infini. À chaque fois que vous ouvrez un tiroir, il y a une autre histoire, il y a un autre monde, il y a un autre sujet. Donc je vais devoir aller relativement vite et effleurer passablement beaucoup de sujets. Je m'attarderai juste sur l'histoire
de l'allée du séminaire. Évidemment, si je réussis mon petit challenge de tenir environ 3 quarts d'heure sur la conversation, à ce moment-là, alors je mets mon minuteur, hein, évidemment, parce que sinon, euh, alors évidemment, il n'est pas correct, mais c'est pas grave. Voilà. Ça nous permettra d'échanger un petit peu, et puis je suis à votre disposition après coup. Alors, on va se promener d'abord dans le quartier, dans l'arrondissement, hein, c'est vraiment l'idée. Donc, pour un rappel, ceux qui n'ont pas la géographie du 6e arrondissement complètement en tête, le 6e est formé de 4 quartiers. Victor a été élu du quartier de l'Odéon entre 1925 et 42. Il n'y a pas forcément habité, vous allez voir, puisqu'il a habité essentiellement dans le quartier de Notre-Dame-des-Champs, la division entre les deux étant la rue Madame, dans laquelle donne l'arrière de la mairie. Alors, il a commencé rue de Vaugirard à 19 ans. Il arrive en novembre 1909 au 104 rue de Vaugirard. Alors, c'est quoi le 104? C'est la réunion des étudiants. Alors, d'abord, d'où vient-il? Il vient du Havre. Comme la plupart d'ailleurs, plus des 2 tiers des élus municipaux parisiens, un vrai Parisien au XXe siècle, c'est un provincial au départ, hein. Donc, il a eu une enfance catholique, de nuance plutôt libérale, avec des parents qui voyagent beaucoup, qui lui confient un Kodak dès sa première enfance, et avec un père qui est issu du Pays de Caux et une mère qui est normande, mais aussi parisienne et pour certains côtés chilienne. Elle très catholique, lui un peu moins. Il fait ses études à Saint-Joseph au Havre, sous la férule de Monseigneur Julien, qui était à l'époque l'abbé Julien, mais qui est devenu par la suite évêque d'Arras, qui lui-même était une très forte personnalité, qui appartenait à ce courant catholique libéral, quelqu'un qui était Dreyfusard. Donc, vous voyez, une enfance qui est fortement enracinée, mais déjà assez ouverte, et c'est probablement Monseigneur Julien qui l'incite, ou plutôt qui incite ses parents, à l'inscrire à la réunion des étudiants, 104 rue de Vaugirard, qui était tenue, elle, par un mariste, le père Plasnet, auquel succédera, c'est un clin d'œil familial, le père Patrick Aurélie. Et c'est une institution tout à fait originale, le 104. C'est une institution qui est un internat de jeunes gens qui viennent de leur province pour suivre leurs études à Paris. Et c'est un endroit, comme l'indique son nom, où se retrouvent les étudiants un petit peu perdus, avec une chaleur, une amitié tout à fait exceptionnelle. Alors, là, il y a un certain nombre de gens connus qui ont fait, non pas leurs études au 104, mais qui ont fait en quelque sorte leur internat au 104. À la génération de Victor, celui qui est devenu le plus connu, c'est François Mauriac, qui raconte d'ailleurs un petit peu, à la fois dans ses mémoires et dans un adolescent d'autrefois, ses expériences du 104. C'est lorsqu'à 20 ans, j'ai débarqué à Paris ne connaissant personne, le 104 m'a tout donné à la fois, des camarades, des conseillers et la chaleur de l'amitié. Et vous voyez, je pense que c'est ça que Victor a connu alors. Euh, et il en est resté marqué toute sa vie. Et ça a été véritablement le tremplin qui l'a amené à avoir la carrière je vais vous décrire. La génération d'après, d'autres élèves célèbres, François Mitterrand, euh, André Bettencourt, François Dalle et plus récemment Édouard Balladur. Le 104 aujourd'hui est devenu un centre de fois multiples et un lieu de rencontre sous le nom de Forum 104. D'ailleurs, on a une photo, je reviendrai en arrière sur la slide, on a une photo du 104 de l'époque, puis une photo, vous la voyez en haut à droite, du bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, avec la chapelle Notre-Dame-des-Anges et l'entrée du 104, qui a changé parce que il a un hall qui a été refait en 1925 et qui est tout à fait remarquable d'ailleurs, avec une espèce de vitrail de béton très, très art déco. Et puis on voit une photo de ce qui aurait pu être la chambre de Victor. C'est pas la sienne, c'est une photo d'archive
mais ça donne un peu l'impression de ce que devait être le séjour au 104, où on pouvait accueillir d'ailleurs des zones de passage. Ça arrivait, par exemple, que son frère Henri soit abrité de manière provisoire. Alors 104, c'est aussi découverte d'un quartier tout à fait nouveau. Il faut comprendre que en 1909-1910, le 6e arrondissement, qui nous paraît tout à fait vénérable, était un quartier neuf. Pour ceux qui sont parisiens, c'est peut-être l'analogie avec le quartier actuel des Batignolles. Il faut imaginer un boulevard Raspail flambant neuf a été percé, fini d'être percé en 1912. Il faut imaginer un hôtel du Tessia qui vient d'être construit, qui vient d'ouvrir. Il faut imaginer l'inauguration de la ligne Nord-Sud, qui est l'actuelle ligne 12. Donc ça, c'est vraiment... et puis, il va faire ses courses chez Potin. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi Potin? Mais en fait, c'est Félix Potin. Et Félix Potin, c'est l'actuel Zara, vous voyez, en face de la Fnac rue de Rennes. Donc, c'est tout à fait... Et puis aussi, évidemment, au bon marché, mais un Bucaille sans le bon marché, c'est pas tout à fait un Bucaille. C'est un quartier de couvent. Et d'ailleurs, Monsieur Joret a fait une carte tout à fait intéressante. En fait, l'espace particulièrement de cette partie-là du 6e est principalement occupé par des couvents, par des espaces verts. L'abbaye au bois de Juliette Récamier vient d'être détruite. La séparation de l'Église et de l'État entraîne une restructuration du quartier. Et par exemple, au 104, il y a des tennis. Donc on voit le jeune Victor Bucaille jouer au tennis le matin très tôt dans le jardin du 104, qui maintenant, j'ai eu l'occasion d'y aller, évidemment, est en train d'être loti. Et rue de Vaugirard, je crois qu'il y a eu une grosse polémique récemment sur le sujet. Il y a une construction nouvelle qui vient de s'établir. Alors, le 104, c'est un internat, c'est un lieu où se retrouvent les jeunes étudiants, mais c'est aussi un lieu d'éducation. Et ça, le père Plasnet, il tenait beaucoup. Il voulait préparer ces jeunes gens à la vie intellectuelle, mondaine et politique. Alors, mondaine au sens du monde académique en particulier. Il leur donnait des billets pour aller aux séances de l'académie. Et la grande activité, c'était de faire des conférences. Alors, voilà, c'était, on peut penser aussi à la conférence Solivain, à la conférence Laennec. C'est un exercice en soi, c'est de faire une conférence, éprouver son éloquence et prendre la parole devant ses camarades, mais aussi devant un parterre de gens que Plasnet s'attachait à recevoir. Et en fait, Victor, alors la conférence est également une association, on va dire une association, et d'être élu de la président de la conférence Montalembert est vraiment un premier pas dans le cursus honorum. Ça acquiert une reconnaissance particulière. Vous êtes présenté à des cardinaux, vous êtes présenté à des académiciens, vous êtes présenté à tout le monde du catholicisme, en particulier du catholicisme libéral. Là, on est au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État. Il y a ce qu'on appelle les cardinaux verts, par exemple. Et voilà, ça c'est vraiment, et j'insiste sur le côté catholicisme libéral, parce que la conférence du 104 s'appelle la conférence Montalembert. Montalembert, c'est le grand homme du catholicisme libéral, cette nuance du catholicisme qui reconnaît la République dès les années 1880-90 et qui est plutôt soucieuse d'embrasser le monde moderne que de le refuser. Et tout ça, donc, ça lui donne un premier pas dans la carrière, si je puis dire. Et c'est les premières petites revues, c'est les premières armes littéraires. Ces conférences sont publiées dans des revues, alors qui peuvent être un peu confidentielles, mais la revue Montalembert du 104 est lue au Vatican. Et quand Victor va pour la première fois au Vatican, président de la conférence Montalembert, il y a sur le bureau de Cerdain des cardinaux, de membres éminents de la curie qui le reçoivent, un exemplaire de la revue. Donc c'est comme ça qu'il accède à un statut particulier. Ce statut particulier, il va être euh, consolidé, si je puis dire, par l'appartenance à l'Association catholique de la jeunesse française, la CJF, dont le siège est fort loin puisqu'il se situe 14 rue d'Assas, donc au coin de la rue d'Assas et de la rue de Rennes. Vous voyez, il y a un grand chemin à parcourir. C'est un immeuble qui est sous un prête-nom, en fait, la propriété des Jésuites qui avaient été chassés de la partie du côté de Saint-Ignace en 1905. Donc la CJF, c'est
pas n'importe quoi à l'époque, hein, au tournant des années 1910-1914. C'est 140 000 membres et c'est une association qui est formée de l'adhésion de groupements, dont la conférence Montalembert. Donc c'est comme ça que très rapidement, Victor accède au cercle dirigeant de la CJF. C'est également le milieu où se tiennent les semaines sociales. Il y a un rapport assez étroit entre le catholicisme libéral et le catholicisme social. Je ne reviens pas dans les détails, mais pour dire, c'est que la CJF a été ensuite l'école de tous les dirigeants de la démocratie chrétienne, qui était un petit courant sous la Troisième République, mais qui, sous la Quatrième République, avec le MRP, a fourni plusieurs présidents du Conseil, que ce aux ministres importants, par exemple Georges Bidault, qui a été deuxième président du Conseil national de la Résistance. Tout ça, c'était des gens qui avaient été des dirigeants de la CJF. Alors, la CGF avait une position un peu centriste dans le monde catholique de l'époque. La géographie politique, elle a une traduction dans le quartier. D'une part, parce que 32 boulevard Raspail, c'était le fief de Marc Sangnier, de la démocratie, enfin, du sillon et d'une version un petit peu plus avancée de la démocratie. Alors, pour ceux qui arpentent de boulevard Raspail, vous voyez tous l'immeuble de la démocratie, où il y a d'ailleurs un café très sympathique. Pour ceux qui s'en souviennent pas, voilà l'immeuble un petit peu troubadour, enfin, le mot est peut-être pas approprié, mais néo-gothique, qui a abrité Marc Sangnier. Donc là, 32 boulevard Raspail, on est à proximité de Sèvres Babylone. Donc là encore, il faut imaginer la proximité importante. La proximité, elle se fait aussi avec la Sorbonne. Donc on est au 104, on va faire ses études à la Sorbonne ou à la Cato, qui à l'époque n'était que le séminaire des Carmes, hein, pas encore le bâtiment en briques qui est sur la rue d'Assas, qui a été construit dans les années 30. Et on se retrouve, alors là on est tous entre nous, rive gauche, mais sur la rive droite, il y a les Camelots du Roi, donc les jeunes nasses de l'Action française, qui, elles, ont une attitude et des actions qui sont mouvementées, qui provoquent des chahuts, qui provoquent des monômes, et qui vont intimider un certain nombre de professeurs de la Sorbonne qui ne pensent pas comme eux, ou des camarades qui ne pensent pas comme eux. Alors il faut voir, par exemple, Charles Flory, qui est un très très bon ami de Victor, qui se retrouve barricadé dans son hôtel de la rue Jean-Bart et les Camelots du Roi cherchant à lui apprendre la vie. Donc, un quartier qui n'est pas aussi paisible et aussi serein qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça, cette atmosphère un peu bouillonnante, ce bouillon de culture, c'est l'émergence d'une renaissance catholique, d'une renaissance intellectuelle du catholicisme, avec des noms comme Henri Massy, Mauriac ou d'autres, qui sont véritablement le retour, comment dire, après des années dominées par une pensée plus positiviste, un retour à un certain spiritualisme et à un certain renouveau intellectuel catholique auquel Victor sera très attaché entre à peu près ce moment-là et son élection au conseil municipal, date à laquelle il va un peu prendre du champ par rapport à tout ça. Mais dans les années 20, j'en parlerai très très rapidement, il est membre de toute une série d'associations d'intellectuels catholiques, de publicistes chrétiens, etc., etc. C'était vraiment son milieu, mais aussi avec une bonne connaissance de milieu plus académique. Alors, je vais passer rapidement, mais il était très lié avec la fille du président Félix Faure, Lucie, la fondatrice du prix féminin, et son mari, Georges Goyot. C'était un peu son parrain et sa marraine. Bon, il se retrouve dans les cercles dirigeants de l'Association catholique de la jeunesse française. On a une photo de lui, on le voit là au premier plan. Bon, encore une fois, un visage qu'on peut reconnaître chez ses descendants. Et à la tribune, on a Jean Leroll, qui est l'un des fondateurs de la CJF, et puis le baron Albert Demain, qui était un des grands hommes de la démocratie chrétienne, et qui est, alors lui, beaucoup plus âgé, et qui va mourir d'ailleurs quelques temps après.
Donc, voilà, il est vice-président de la jeunesse catholique française. Il tombe malade en 1913-1914, une phlébite puis une pleurésie qui l'empêcheront, enfin, qui l'amèneront à être réformé et ne pas faire la guerre. Et comme la plupart des autres dirigeants de l'association sont au front, il se retrouve le président effectif de la jeunesse. Voilà. Donc, quelques membres, alors, à l'époque, le cardinal Gerlier, le futur cardinal Gerlier était président. Vous voyez Charles Flory, qui a succédé à Victor après la guerre et qui a ensuite toute une carrière politique et qui sera secrétaire d'État sous la Quatrième République. Et ça, j'ai déjà montré. Donc, la session de la jeunesse catholique française, c'est un tremplin il va continuer sa pérégrination déménageant du 104 pour gagner le 71 boulevard Raspail. Alors là, on voit une photo où c'est son père qui est au balcon de leur appartement. Les parents quittent Le Havre définitivement pour s'installer à Paris en 1914. Lui, il a une chambre et un bureau. Vous voyez un boulevard Raspail qui est déjà très végétalisé. Donc, c'est assez amusant de constater qu'on revient peut-être au point de départ de ce point de vue-là. Alors, c'est le déménagement définitif. La famille quitte Le Havre, lui termine ses études, s'inscrit au barreau. Alors, curieusement, autant on voit beaucoup d'activités par ailleurs, j'ai jamais réussi à trouver une activité d'avocat au sens strict du terme. Mais je pense qu'en fait, il était plus avocat conseil, et notamment de l'archevêché de Paris, que un avocat qui plaiderait ou qui aurait des affaires. Je dis activité multiple, à partir de 1914, surtout 1915, il est engagé par le Quai d'Orsay pour être agent d'influence en Italie. En tant que représentant de la jeunesse catholique française, il est envoyé par le Quai d'Orsay pour aller au Vatican et défendre un peu le point de vue français dans un Vatican où le point de vue de la monarchie austro-hongroise, qui est le catholique, prévaut. On est dans cette période intermédiaire avant l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés, mais à un moment donné où il y a une vraie hésitation de la part des cercles dirigeants italiens entre la France et les empires centraux qui sont vus comme étant plus favorables au catholicisme. Donc là, il y a vraiment, il vit ça aux premières loges. Il y a plus d'ambassadeur français au Vatican depuis la séparation. Donc lui, il a vraiment toutes ses entrées au Vatican il connaît ce monde ecclésiastique français, mais aussi italien, comme sa poche. À cette raison, il a été engagé ensuite en 1916 au cabinet de Denis Cochin, qui est un peu le grand homme de la droite française, et qui rentre comme ministre d'État dans le cabinet brillant d'Union Sacrée, il en est l'un des attachés de cabinet à 26 ans. Donc, une carrière extrêmement brillante. Je passe très rapidement parce qu'il y a des choses qui ont été écrites sur le sujet qui sont à votre disposition. Au cabinet de Denis Cochin, il a plusieurs rôles, continuer à influer, donc il va souvent en Italie, mais surtout défendre l'union sacrée. Quand l'union sacrée est en péril, quand les bisbilles entre les anticléricaux qui sont encore très virulents, hein, parce que en 1916, vous avez à la fois Denis Cochin qui représente la droite chrétienne, c'était ça l'union sacrée. Vous avez Jules Guesde, qui est l'un des fondateurs de la SFIO et qui est l'importateur du marxisme en France, et Émile Combes, le petit père Combes, qui est le turiféraire de l'anticléricalisme. Donc il faut maintenir l'harmonie, et dès que des actions X, Y ou Z menacent justement cette harmonie, Victor part à Rome et obtient du Vatican, du secrétaire d'État, de calmer le jeu. Donc voilà. Alors, au lendemain de la guerre, il fait partie de la commission d'armistice, mais surtout, il va se marier. Alors, le mariage l'amène c'est un véritable nomade. Il va du boulevard Raspail, il retourne rue de Vaugirard, mais au 68 cette fois-ci. Alors, au 68, pourquoi? Parce qu'il se marie. Alors, il se marie à Saint-Sulpice, parce que sinon, ça aurait été un peu loin. Voilà. Donc, il se marie. Alors, c'est un mariage, pour vous dire quand même les choses, qui est célébré en temps de guerre par le cardinal archevêque de Paris dans la chapelle de la Vierge. Donc, on voit assez mal, mais on voit le cardinal Hamet
qui célèbre le mariage, qui est un mariage qui a fait l'objet de félicitations de la part du pape, transmis par le secrétaire d'État. Donc c'est quand même vraiment un mariage qui est placé sous les meilleurs auspices, mais en même temps un mariage dans de moments un peu, enfin tout à fait tragique, avec la plupart des femmes en noir portant le deuil, donc par exemple de son beau-père, Laurent Aurélie, mais d'un certain nombre d'autres membres de la famille. Et puis les hommes sont tous en uniforme. On a au moins deux, le frère de Victor et le frère de sa femme étaient blessés extrêmement sérieusement. Un autre a été libéré après 3 ans de captivité. Donc c'est un mariage sous des auspices un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe après la guerre? Il devient ce qu'on appelait publiciste à l'époque. C'est une espèce de journalisme multicarte. Il a d'abord été correspondant au Figaro pour les affaires religieuses. Il suit l'élection du nouveau pape Pie XI, mais il démissionne parce que le Figaro a été racheté par François Coty et il ne veut pas travailler dans un journal qui a ce type de propriétaire. Je passe rapidement sur ses activités parce qu'on a un peu le sentiment qu'il se cherche, qu'il n'a pas vraiment, il fait plein de trucs, mais rien de très très significatif. Et quand en fin 24, début 25, on lui propose, Henri Alpi probablement, lui propose sa succession comme conseiller municipal de l'Odéon, là on a véritablement le sentiment qu'il trouve sa voie. Donc, il remplace Henri Alpi, qui avait été pendant une trentaine d'années conseiller municipal du quartier, qui était le dernier des royalistes. C'est le dernier conseiller municipal de Paris. Il y avait 80 conseillers municipaux à l'époque, hein, un par quartier, à n'avoir jamais mis le mot République sur aucune de ses affiches. Et était conservateur et donc il a estimé que Victor avait tous les attributs possibles pour le remplacer, notamment celui, il le revendique d'être l'élu des familles nombreuses. En 1925, il avait déjà 4 enfants, il termine à 9. Donc ça, il le met véritablement en avant. Et il est élu, non pas, alors ça c'est des légendes aussi, il a bel et bien le mot République sur son affiche, et c'est un républicain national, c'est-à-dire qu'il se revendique tout à fait clairement de, euh, de Poincaré. Voilà, la Ligue républicaine nationale, en fait, c'est le, le, le rassemblement, si vous voulez, le cartel des poincaristes en 1925, donc une droite très classique, tout à fait relativement écuménique, et il revendique clairement cette appartenance. Alors, il est élu du quartier de l'Odéon. Il faut voir quand même que Paris en 1925, c'est une grosse ville. C'est 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, Paris, c'est 2 millions d'habitants. Le sixième, à cette époque-là, c'est 100 000 habitants. Là, je n'ai pas revérifié, mais on est à 45-50. Le quartier de la Monnaie, celui qui est autour de la rue Saint-André-des-Arts, entre la rue Saint-André-des-Arts, la rue Dauphine et le quai, avait 18 000 habitants, il en a 5 500 aujourd'hui. Donc, c'est un quartier où les gens travaillent, vivent et travaillent. Ce quartier de la Monnaie a été, je me souviens d'avoir lu que c'était un quartier ouvrier. Alors, ça me paraît un petit peu exagéré, mais c'était un quartier de petits commerçants, de petits artisans qui vivaient là où ils travaillaient. C'est un quartier qui a compté plus de 15, si ma mémoire est bonne, îlots insalubres, aucun dans le sixième, mais il y en a par exemple dans le cinquième, des îlots où la prévalence de la tuberculose était anormale. Donc il y avait une transformation nécessaire, mais qui était compliquée. Il y avait cette histoire des terrains du périphérique, enfin de l'actuel périphérique des fortifications qu'il fallait aménager avec ce qu'on appelait la zone, mais qui était une opportunité urbanistique qui était fantastique, mais qui était très difficile à mettre en œuvre. Et ça, je vais y revenir dans quelques temps. Et il rejoint un conseil municipal qui était passé à droite en 1909 et qui restera à droite jusqu'à l'élection de Bertrand Delanoë au début des années 2000. Mais assez fermement à droite et avec toutes les sortes de droite les plus centristes et les plus extrêmes. Le sixième et l'Odéon, j'en ai touché un mot, et il engage une carrière d'élu, et c'était un vrai démocrate. C'est-à-dire qu'il avait une conception de la responsabilité
envers ses électeurs qui était assez moderne à l'époque. Et par exemple, il a été l'un des premiers à faire un compte-rendu de son mandat à l'issue des 4 ans de son premier mandat. Et il avait le sentiment d'avoir une responsabilité, de devoir être à l'écoute et de devoir effectivement tâcher de se faire l'écho et de résoudre les problèmes de ses électeurs. Donc, cette notion de démocrate me paraît très importante. Dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'à partir du moment où il est élu, il ne s'intéressera plus qu'à la politique parisienne, en tout cas d'un point de vue public. Il n'a jamais pris de mandats nationaux, il n'a jamais pris parti sur des... et ça, jusqu'en 69. C'est Paris, seulement Paris. Alors, ce qui est intéressant et donne une bonne idée aussi du sixième, c'est de voir qui étaient les membres de son premier comité de soutien. Donc, évidemment, son prédécesseur, Alpi, mais aussi le colonel Lévesque, qui était un notable ancien combattant, le docteur de Sèze, qui était ce qu'on appelait les vieilles familles du quartier, et pour ceux qui sont familiers de la rue de Seine, vous voyez, le docteur de Sèze a été victime en 44 d'une balle perdue en secourant des blessés rue de Seine, donc, et qui était d'ailleurs apparenté à la famille Daucher, qui était une famille que les anciens du quartier devaient connaître. Des éditeurs, alors Gabalda, certainement, mais aussi Francis Queguet, qui était l'éditeur rue Garancière, la maison m'échappe, mais qui a été aussi l'éditeur de l'Aube, le journal de la démocratie chrétienne, et vice-président du Conseil au lendemain de la guerre. C'est pas Plomb, non, ça va me revenir. Euh, et ils sont toujours là, hein, rue Garancière, donc aidez-moi. Hein? C'est un hôtel, mais c'est resté quand même un certain temps. Et puis, des artisans, Monsieur Litoff, cordonnier, Monsieur Maès, ouvrier ébéniste, Monsieur Mignard-Commerciant, Monsieur Porteau, Chapelet, 2 Place Saint-Sulpice. Je sais plus où le 2 Place Saint-Sulpice, mais il n'y a plus de chapeliers. Voilà. Donc les choses vont. Et puis des gens de l'université. Donc ça représente bien la diversité du quartier. Et j'ai trouvé ça amusant de partager ça avec vous. Alors, la famille s'agrandissant, on fait quand même quoi, 50-70 mètres pour aller 20 rue Cassette. Et là, c'est assez amusant parce qu'il y a quelques temps, il y a eu une conférence passionnante sur André Suarez qui a habité 20 rue Cassette, alors qu'habiter 20 rue Cassette au rez-de-chaussée, alors que les Bucas sont installés au troisième, quatrième, cinquième. Euh, second, oui, ça va, je compte, oui, voilà. Mais donc, en fait, ils se sont croisés. Donc, il y a pas, je ne pense pas qu'ils aient eu l'occasion de se. Enfin, ils n'ont certainement pas habité ensemble. Et là, donc vous avez la photo de l'immeuble de la rue Cassette, que vous reconnaissez pour les familles du quartier, la porte cochère qui est en bas. Et là, c'est au même moment qu'il devient syndic du conseil municipal, qui est un rôle extrêmement prestigieux, membre du bureau, qui est élu pour la durée de la mandature. À l'époque, il faut comprendre que le conseil municipal, c'est l'assemblée un peu législative de la ville de Paris, sachant que l'exécutif est aux mains des préfets, préfet de la Seine, préfet de police, et que les présidents du conseil étaient élus tous les ans. Seul le syndic restait toute la durée de la mandature. Qu'est-ce qu'il faisait? Des fonctions analogues de celles d'un questeur d'assemblée et en charge de toutes les cérémonies, des budgets internes. Donc, il a fait un certain nombre de choses. Il a réorganisé, par exemple, la salle du conseil municipal, la salle des délibérations, l'acquisition de l'hôtel de Lausanne, et puis toute une série de visites, on le verra tout à l'heure. Il s'est tout à fait engagé dans l'aménagement des fortifs et en particulier, il est intervenu pour l'aménagement d'un porte-maillot, la construction de Sainte-Odile et de toutes ces églises qu'on voit un petit peu partout sur la périphérie de nos villes, qui étaient des terrains en fait, qui étaient des anciens bastions des fortifications. Et ça s'est lié avec ce qu'on a appelé, enfin ce qui s'est appelé les chantiers du Cardinal. À partir du moment où la crise économique de 30-31, enfin de 29 arrive en France en 30-31, s'est manifestée, a provoqué un grand chômage des ouvriers.
Monseigneur Verdier, enfin le cardinal Verdier, a mis en place un plan pour construire 100 églises dans la région parisienne et Victor Bucaille a été très engagé dans cette histoire en étant impliqué dans un certain nombre de dossiers précis, soit dans l'Ouest parisien, mais aussi dans le 12e, et comme conseiller juridique. Et il était intervenu au conseil municipal pour trouver des solutions juridiques qui permettaient de contourner les obstacles, notamment de la séparation. Alors, pour les juristes, proposons un bail amphithéotique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, un retravail. Donc, il a été très, très impliqué là-dedans. Et cette façon d'être un petit peu au carrefour de la ville, de l'État et de l'Église, je voudrais l'illustrer en zoomant sur Alors oui, je parlais alors ça, je n'aurais pas manqué ça, du rôle de cérémonie le plus prestigieux, un peu mondain. Vous voyez Victor Bucaille qui reçoit le roi George VI et la reine Élisabeth, le président du conseil de l'époque qui était, je ne sais plus, je peux le retrouver, mais vous voyez, ça m'échappe. Et donc, donc un rôle tout à fait éminent. On le voit recevoir également, alors là pour le coup avec Jean-Raymond Laurent, qui était l'élu du quartier de Saint-Germain-des-Prés, le Lord Mayor de Londres. Vous voyez Victor Bucaille avec syndic, un pas en arrière de son président, recevant le maire de Londres. Donc, je voulais zoomer sur l'allée du séminaire. Là, vous avez une photo de 1937, je crois, qui a été à la fois une des traces les plus pérennes qu'il a laissées dans l'arrondissement, mais également une bonne illustration de son rôle et de son activité. Alors, juste un retour en arrière sur le séminaire de Saint-Sulpice. Le séminaire de Saint-Sulpice a été créé par Jean-Jacques Ollier, le fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice et le premier curé de Saint-Sulpice à partir de 1642. Il faut imaginer un bâtiment qui était à l'emplacement de l'actuelle place, pratiquement, hein, de la Fontaine, qui a été détruit au début du 19e siècle et on a construit l'actuel bâtiment à sa place à partir de 1838. Et donc, il était flanqué de deux petites ailes. Vous voyez celle qui est sur la rue Féroula et cette excroissance qui allait jusqu'à la rue Bonaparte. En fait, cette excroissance était le promenoir du séminaire. Et dans la règle de Saint-Sulpice, il était très important que les séminaristes puissent se promener. Il y a deux choses importantes, c'est qu'ils aient leur propre chambre, pas de co-chambrage, c'était le mot employé par les supérieurs, et un promenoir. Et ça a un rôle très important dans l'histoire, la petite histoire qu'on va vous raconter. Et le séminaire de Saint-Sulpice, c'était le plus grand séminaire de France, le lieu avec ici les Moulineaux, le siège de la compagnie de Saint-Sulpice, qui avait un rayonnement international, puisque des anciens élèves de Saint-Sulpice, on les retrouve comme évêques et archevêques partout dans le monde, depuis le Liban jusqu'au Canada, en passant par Westminster et les États-Unis. Ça aussi, c'est très important pour comprendre, avoir un peu la perspective totale de l'histoire. Donc, évidemment, en 1905, décembre 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, le déchirement de 1906 parce que les séminaristes sont expulsés quasiment manu militari par les pouvoirs publics et doivent quitter leur séminaire, ce qui provoque la colère des anciens élèves, d'une part parce que la compagnie de Saint-Sulpice était une congrégation qui était reconnue, donc le dossier juridique de l'État dans la matière n'était pas complètement évident, et puis les prélats, et notamment internationaux, étaient furieux de se voir dépossédés de leur lieu symbolique, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et ça laisse toute une série de séminaristes sans internat adéquat, c'est-à-dire que le séminaire d'ici était trop petit pour accueillir la masse des séminaristes, ils étaient obligés d'être deux par chambre. Par contre, le parc d'ici était tout à fait considérable. Donc, là, on a une idée du séminaire et de l'allée du séminaire. Donc, vous voyez la rangée d'arbres
qu'on verra tout à l'heure, qui est celle du promenoir. Et vous voyez les fiacres qui attendent le long d'un mur qui est franchement pas très sexy, très tristéo, comme on le dira un peu plus tard. Et vous voyez la rue Bonaparte qui a un défaut d'alignement. Alors j'ai essayé de repérer le 84, ça peut intéresser certaines personnes de l'assistance, mais c'est par là, il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail. Bon, la rue est trop étroite pour la circulation moderne, elle fait 10 mètres de large, l'alignement est à 15, donc une partie du sujet, ça va être aussi d'aligner. Et en fait, la construction notamment du centre culturel, l'actuel centre culturel hongrois en 1927, fait que l'alignement sur le côté, on va dire, ouest, est difficile à réaliser, donc il y a une tentation de le réaliser en faisant tomber le mur. Là, c'est une peinture de 1887, mais je ne pense pas qu'en 1920, le paysage était très, très différent. Alors, là encore, on a un plan vu dessus. Il y a eu un article très intéressant dans le bulletin de la Société sur l'impasse Pérou et les hôtels particuliers qui se situaient là. Il y a donc un hôtel particulier qui allait du 56 pratiquement jusqu'au séminaire. Hein, le nouveau séminaire est en bleu et le promenoir est en rouge avec l'ancienne couvent des filles de la Charité. Non, j'ai un doute sur enfin voilà, un ancien couvent. Donc voilà le plan qui correspond aux images que vous avez vues. Et là, c'est assez intéressant. Vous avez, puisque après la nationalisation de 1906, euh, le bâtiment était en fait inutilisé. À partir de 14-15, a été utilisé pour le secours de guerre. Et donc, on a installé des réfugiés. Donc là, vous voyez le mur, mais de l'autre côté, hein, avec la mairie dont on aperçoit les toits, le lavoir et effectivement le secours des œuvres de guerre. Vous avez une autre vue, toujours à la même époque, de l'allée avant les travaux. Vous avez le jardin du séminaire avec les arbres dont on parlait tout à l'heure qu'on voyait sur la peinture. Pardon? Oui. Et alors ça vient effectivement, c'est les trésors de la Société historique. Et puis ce joli dessin de 1910 qui montre et avec cette statue dont je me souviens plus, mais qui a disparu aujourd'hui. Cette allée se termine par un mur sur la rue de Vaugirard. Hein. On a donc le 56 rue de Vaugirard, qui est aujourd'hui un immeuble moderne qui date de la fin des années 50. Et ce qu'on pense être la salle de fer, il y a des documents qui en parlent, qui est une espèce de bâtisse, vous voyez, qui fait le coin et qui aujourd'hui est entièrement dégagé. Mais il y a toujours l'arrêt du 84. Ne changeons pas trop de choses. Voilà, donc rapidement, la tentative de... Alors, premier acte, c'est une tragicomédie ou c'est une histoire en 5 actes. Donc, en premier lieu, vu que à l'issue de la guerre, bon, les réfugiés retournent chez eux, l'État ne sait pas trop quoi faire du bâtiment, et il y a une première tentative qui est menée par la Chambre Bleu Horizon, donc un gouvernement qui va rétablir les relations avec le Vatican, qui va modifier la loi de 1905 pour créer des associations de diocésaines qui règlent d'une manière qui convient au Vatican le problème de la gestion des biens de l'Église. Bref, il y a toute une série de choses qui se produisent. Et donc, il y a l'idée de restituer d'une manière ou d'une autre le séminaire à l'Église. Alors, il y a une pression internationale qui se manifeste, et puis l'idée qu'il faut aider l'effort français en Indochine et créer un séminaire de Saint-Sulpice en Indochine, et pour ça, il faut que la maison mère soit rétabli dans ses droits, entre guillemets. Alors ça, c'est une première tentative dans laquelle Victor est tout à fait impliqué, puisqu'il connaît très bien le cardinal Dubois, qui est le nouvel archevêque de Paris, il le connaît depuis au moins le 104, et puis il connaît le ministre des Finances, qui est Monsieur de Lasteyrie, qui était son patron, le directeur de cabinet de Denis Cochon.
Mais le Bloc national perd les élections en 24 et le cartel des gauches arrive au pouvoir. Édouard Herriot revient sur une position beaucoup plus anticléricale et cette tentative échoue. Alors, il fallait quand même réaliser cet alignement et puis il fallait peut-être faire quelque chose de cet espace. Donc il y a une reprise de l'étude par la préfecture à partir d'octobre 27 avec un climat qui est un peu différent puisque Poincaré, qui est quand même plutôt favorable à l'Église, en tout cas son entourage, euh, revient au pouvoir et les finances sont rétablies. Les finances, le budget de l'État, le franc, etc., franc Poincaré. Donc, reprise des études. En novembre 1928, tout est prêt, mais ça traîne. Alors là, Victor Bucaille intervient et demande, faut-il accuser les lenteurs de l'administration? C'est quelque chose contre laquelle il se battra toute sa vie. Et en fait, il a compris au bout de quelques temps que c'était pas un problème de lenteur bureaucratique, mais en fait que Poincaré a dit non, parce que Poincaré comprend que il faut régler le problème d'ensemble du séminaire. Il faut que la Compagnie de Saint-Sulpice accepte que l'État en soit le propriétaire définitif et il faut que la Compagnie de Saint-Sulpice dise aux archevêques de Westminster ou aux archevêques américains, hein, c'est Claudel qui à l'époque est ambassadeur de France à Washington, qui se fait l'écho du mécontentement de la hiérarchie catholique des anciens élèves de Saint-Sulpice aux États-Unis. Donc, Poincaré dit pas de séminaire sans aller, hein, puisque s'il n'y a pas d'aller, ça contrevient à la règle, et pas d'aller sans règlement de la question d'ensemble. Donc, retour à la case départ. Donc, acte 3. Et là, le cardinal Verdier, qui était l'ancien directeur du séminaire des Carmes, qui vient d'être élu supérieur de Saint-Sulpice, est également nommé archevêque de Paris et cardinal par le pape Pie XI à fin 29. Et là, il comprend qu'il y a une négo, comme on dit. Poincaré veut mettre un trait final à cette histoire qui est vraiment un mauvais souvenir des douleurs de la séparation. La ville veut l'espace vert et a besoin d'un alignement. Et Verdier, lui, veut des champs pour ses séminaristes. Et pour complexifier un peu le tout, les propriétaires du 56, hein, vous avez vu le 56 qui longe l'allée, imaginez l'actuel bâtiment moderne, veulent vendre. Et le disent à la compagnie Saint-Sulpice à l'été 29. Donc, Victor imagine avec Verdier une transaction complexe dans laquelle l'État céderait gracieusement le terrain à la ville, qui avait prévu un budget de 3 millions pour réaliser cette acquisition. Donc, il leur reste 3 millions. Avec ça, ils peuvent racheter le 56 qui mettrait à disposition du séminaire et de la compagnie Saint-Sulpice. Si vous me suivez, c'est simple et pas simple à la fois. Enfin, bref, une grosse négo. Et Victor Bucaille est complètement à la manœuvre. Il rédige une partie des courriers de l'archevêque. Il écrit au ministre, et notamment le ministre qui est en charge du dossier, qui est Marcel Hérault, qui se trouve par ailleurs être le député du 6e arrondissement. Mais le cardinal change d'idée. Et en octobre 1930, il dit, mais c'est trop compliqué cette histoire. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est pas du vieux 56 dans lequel il faudrait que je fasse beaucoup de travaux et qui n'est pas si commode que ça. Il préfère construire une annexe au séminaire lycée des Moulineaux que de rénover le 56. Et il écrit, on a une lettre manuscrite tout à fait intéressante du cardinal Verdier à Victor Bucaille pour dire, moi, je veux une subvention de 6 millions plutôt que d'avoir ce vieux bâtiment du 56. Alors Victor se démène, il écrit à Aristide Briand qui était ministre des Affaires étrangères, il écrit à Pierre Catala qui était secrétaire auprès du président du Conseil, etc. Et lui envoie tout un schéma qui est prêt à être réalisé. Après, le dossier est en sommeil. J'ai tout un dossier de minutes et d'écrits, etc. Mais entre 32 et 34, il ne se passe rien. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, la droite perd le pouvoir et la gauche, à nouveau, est moins favorable à ce genre de transaction. La crise économique est dévastatrice pour les finances publiques. Et puis aussi, peut-être du côté de Victor et de Verdier, Monseigneur Verdier, l'idée que les chantiers du cardinal construisent des églises
en banlieue est plus important que de réaliser cette opération. Donc, il ne se passe rien pendant 2 voire 3 ans, et ce n'est qu'en décembre 34 que finalement le conseil municipal prend une délibération qui autorise, alors c'est la photo de ce de cet extrait du bulletin municipal officiel de décembre 34, qui autorise finalement que l'opération soit faite. Évidemment, il n'est mention nulle part d'une subvention, et j'ai pas vraiment eu le sentiment, j'ai pas retrouvé de déclaration du cardinal Verdier qui aurait dit aux uns et aux autres que ça y est, l'affaire était réglée de son point de vue et qu'il était content de la façon dont les choses se passent. À noter que l'un des principaux protagonistes étrangers, qui était le cardinal archevêque de Westminster, qui était un ancien sulpicien, meurt début 35. Donc en réalité, les témoins, ce que ça veut dire, c'est que les témoins, ceux qui avaient vécu douloureusement la séparation, commencent à, à tirer leur révérence, si je puis dire. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Début 35, les travaux sont entamés. La destruction du mur, l'installation de la fontaine dite de la paix d'Amiens, la découverte de la petite colonnade qui est vestige du couvent des Filles de la Charité, et la destruction de la salle de fer faisant le point. Inauguration 36. Voilà. Et depuis, construction de l'immeuble moderne à l'emplacement du 56, pose de la plaque d'hommage aux combattants d'Algérie, rebaptisé dans les années 2000 l'allée du séminaire Jean-Jacques Ollier. Et j'ai même trouvé une délibération consacrant une partie du jardin à Jean-Jacques Sampé, ce que je trouve admirable, parce que nous sommes tous des grands amateurs de Sampé. Un petit coup de chapeau à Victor Bucaille aurait peut-être été approprié, mais voilà. En tout cas, les vrais bénéficiaires aujourd'hui sont surtout les animaux de compagnie, puisque nous avons un canodrome qui domine l'allée, mais voilà, je pense que ça satisfait les uns et les autres. Donc voilà le séminaire avec cette photo qui est tout à fait intéressante, parce que là, on a une photo aérienne de 1920 avec, vous voyez, l'emplacement de la salle de fer, le mur et l'aile du séminaire qui existait, qui était un garage, je pense. Et en 1952, le vieux immeuble, hôtel particulier du 56 est encore là avec la chapelle actuelle, si je dis pas de bêtises, et une photo contemporaine où vous voyez l'immeuble moderne. La chapelle est derrière. La chapelle est là, oui. Ouais. Mais là, c'est pas la chapelle. En fait, c'est le 56 encore. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, quelques photos très, très amusantes des travaux proprement dit. Voilà, donc avec une inauguration au début 36. Alors, je regarde un peu le temps qui m'est imparti. On arrive au bout de. On se donne quoi? Ça vous dérange pas? Voilà. 5-10 minutes, ça va être. Mais bon, on va y arriver. Bon, d'abord, là, il y aurait vraiment un autre sujet avec des éléments très, très intéressants, mais une guerre compliquée, un conseil municipal dans la tourmente qui part sur les chemins de l'Exode. Il y a des pages très intéressantes où on voit Victor s'occuper de ces deux présidents, président du conseil général de la Seine, président du conseil municipal, qui sont des personnes d'un certain âge et qui sont ballottées entre Paris, Vichy, Limoges, etc. Et on a quelqu'un qui est fondamentalement un patriote, très anglophile, euh, probablement familier des œuvres du général de Gaulle et proto-gaulliste, si je puis dire, en juin-juillet, mais il ne mentionne pas l'appel du 18 juin comme l'immense majorité des Français, tout en étant conservateur et pas forcément foncièrement hostile à un certain nombre de choses que voulait réaliser le régime de Vichy, mais en refusant absolument qu'on réforme sous la botte nazie. Donc, en 1940-41, à l'hôtel de ville, il se réfugie dans un silence que j'ai appelé le silence de la mer, si vous vous souvenez du roman, et d'une opposition assez nette, mais discrète, trop discrète probablement, qui n'ira pas jusqu'à un engagement dans la résistance. Il se retrouve à l'été 44 dans une position qui est compliquée,
parce qu'il est très partagé et il se rend compte que sa position très très dévouée, très patriote, mais finalement qui n'a pas été jusqu'à un engagement dans la clandestinité, qui lui paraît être vraiment ce qui fait la différence entre ses camarades. Il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui sont considérés comme résistants, peu importe d'ailleurs leur positionnement politique. Certains sont beaucoup plus à droite que lui, si je puis dire. Donc c'est un été 44 un peu compliqué. Et en septembre 44, le gouvernement provisoire constitue une assemblée elle-même provisoire, municipale provisoire, et il fait partie des 6 conseillers qui avaient été renommés en 42 par Vichy à être nommés en 44. C'est vous dire qu'il était vraiment dans une position un peu complexe. Qu'il va payer, qui n'est pas toujours comprise par un certain nombre des habitants du 6e arrondissement. Donc, il fait l'objet d'affiches assez injurieuses, faut bien le dire, signées par les organisations de la résistance. Il se retrouve, il échoue de peu en 45, mais en partie parce que le redécoupage municipal, le 6e est mélangé avec le 15e, donc son équation personnelle ne joue pas à fond. Et en 47, il se voit ostracisé par les gaullistes du RPF, même si les choses sont plus compliquées que ça, parce qu'il semblerait qu'une partie des gens du RPF, donc du mouvement gaulliste, voulaient le reprendre. Donc ça, c'est une vraie traversée du désert, mais qui s'achève en 53, où il revient dans la politique municipale. Il est élu à nouveau. Alors, le système n'est plus par quartier, mais par groupe d'arrondissement. Donc, c'est le 5e, 6e, 7e ou le 5e, 6e, suivant les mandatures. Et il va être élu d'abord sur des listes CNI, donc indépendantes, en 53 et en 59. Et en 65, il fait alliance, il rompt avec la droite du CNI pour travailler avec les gaullistes avec lesquels pourtant il avait été en froid pendant des années. Et il écrit à ses électeurs, l'action municipale n'est pas l'action politique. Donc il fait alliance dans une liste qui est conduite par René Capitan avec Pierre Bas, François Collet d'une part, et pour le 5e, Jean Tibéry, que j'ai eu la chance de rencontrer tout à fait par hasard, puisque je travaille pas loin de son domicile, et je l'ai abordé, je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de Victor Bucaille? Ça date de cet été. Il me dit, mais je me souviens très bien de Victor Bucaille, c'était le représentant des modérés du 6e. Voilà, alors j'ai trouvé que comme description politique, il me dit, mais c'était un monsieur, un vieux monsieur, à ce moment-là, Xavier me dit, mais il était beaucoup plus jeune que tu n'es, et, euh, et, et très droit, très... Alors, comme je l'ai dit, il retrouve vraiment des responsabilités très significatives puisqu'il est président de la première commission à partir de 59, commission des finances et de l'habitation, membre du conseil d'administration du district, qui est un organisme public qui avait été créé, qui est la préfiguration de la région Île-de-France, vice-président, mais président de facto de la commission du Vieux-Paris, et puis critique aux nouvelles littéraires. Alors, dans ce tableau qui est figure en grand dans l'hôtel de ville, dont nous avons une litho, en fait. Vous le voyez au premier rang, avec son visage, on reconnaît aisément le patriarche de l'hôtel de ville, euh, le président Bucaille. Voilà, donc sur la gauche, vous avez le journal électoral. Alors la photo est quand même pas réussie, il faut bien dire ce qu'il est. Euh, le journal électoral de 53 et puis le journal électoral de 65 où il explique pourquoi il travaille désormais avec les gaullistes qui l'avaient un peu battu froid et un peu mis à l'écart à partir de entre 47 et 53 et le jeune Jean Tibéry que l'on connaît tous, mais beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont connu. Moi, je suis assez ému de faire cette conférence ici, puisque nous avons été mariés dans cette salle par François Collet. Donc, ça me... Ah oui, bon. Voilà. Donc, j'ai plus beaucoup de temps. Ça arrive réellement assez souvent. Je voudrais terminer pour dire qu'il a
Ces 10 dernières années sont les plus intéressantes, mais les plus difficiles à raconter parce que c'est les années où Paris et la région parisienne vont être véritablement transformés. Et il aura, et donc son influence et son action est très importante, mais relativement aride, puisque c'est une époque où, grosso modo, tous les 2 ans, l'État propose un schéma directeur ou un plan d'aménagement ou un plan d'équipement ou que sais-je, dans le cadre du troisième plan, quatrième plan, etc. Tous les 2 ou 3 ans, il y a des projets d'aménagement différents. On a à la fois une décroissance de Paris qui était surpeuplée, une réhabilitation des îlots insalubres, une fuite des Parisiens vers la banlieue, un exode rural important. Dans un premier temps, sous la Quatrième République, les pouvoirs publics ont tâché de freiner cette montée en puissance de Paris et de la région parisienne. La Cinquième République va plutôt l'accompagner. Et évidemment, tout ça dans un programme de reconstruction généralisé. Donc lui, il s'est beaucoup battu pour défendre les droits de la ville, beaucoup battu pour que l'État respecte ses propres règles. Il faut savoir, par exemple, que les universités n'étaient pas soumises à permis de construire. Ce qui a donné quand même quelque chose qui est un peu cocasse mais tragicomique, qui est que Assas, la fac d'Assas, a été construite sans permis de construire, en oubliant la sortie de secours. Donc, on a été obligé d'exproprier des immeubles de la rue Notre-Dame-des-Champs pour créer l'actuelle sortie, mais qui n'était pas prévue dans le plan initial. De la même manière, la fac de médecine de la rue des Saints-Pères a gagné au moins 5 mètres au-dessus des autres maisons de manière totalement, entre guillemets, illégale. Quant à Jussieu, ça fait l'objet de bisbilles qui se entraînaient pendant des années. Le grand dossier, c'est celui des Halles. Il s'est d'abord opposé au transfert des Halles à Rungis, ce qui était probablement manqué un peu de clairvoyance. Mais par contre, son deuxième combat à propos des Halles, qui était de refuser le plan de l'époque, était déjà de faire une sorte de grand Louvre et de mettre le ministère des Finances aux Halles. Donc il faut imaginer l'actuel Bercy à la place des Halles. Et ça, De Gaulle y tenait absolument, tout le monde était contre, mais il s'en fichait, donc on allait le faire. Et il s'est battu, de sorte, pas seul, avec Jean-François Le Garrex et d'autres, pour que on préserve autant que possible ce qu'il appelait la ville vivante et un tissu organique. Et si je veux la continuité de la capitale. Si je veux résumer, ça sera un peu ma conclusion. Il s'est beaucoup battu pour que là où le tissu urbain était vivant, on ne le déchire pas et qu'on l'aménage. Un bon exemple de ça, et on a quelques photos, voilà. On va s'arrêter. Euh, et le marché Saint-Germain, puisque le marché Saint-Germain, la volonté était véritablement de le faire entièrement tomber et de mettre un bâtiment. Hein? Montrez-les, ils sont juste Oui, après. oui, oui. Voilà. Donc, le marché Saint-Germain, enfin, à l'époque du décès de Victor Bucaille, était composé dans la partie est d'un vieux marché où se déroulait effectivement marché des primeurs, marché, enfin, tel qu'on le connaît, et dans la partie occidentale, la maison des examens. Et vous voyez le Crous actuel, alors qui a été réhabillé, si je puis dire, mais qui est là. Donc, l'idée, c'était de faire tout tomber et d'avoir un projet extrêmement novateur qui était soutenu par une partie des édiles. Et ça, c'était vraiment un thème pour Victor. Alors aujourd'hui, vous visualisez l'actuel marché, qui est en fait l'idée de reprendre les arcades du marché originel et pour essayer d'avoir une synthèse qui est alors assez correcte. Là, vous avez la vue prise par Monsieur Chevalier depuis les tours de Saint-Sulpice. Voilà. C'est également adapter la ville à la modernité. Pour lui, la modernité, c'était comme pour Georges Pompidou, la voiture. Donc, il a été l'un des instigateurs du parking sous Saint-Sulpice. Mais en même temps, quand on pouvait avoir l'occasion de construire un neuf, il était tout à fait partisan
de l'innovation et de la modernité. Et par exemple, contrairement à Édouard Frédéric Dupont, il a toujours soutenu la construction de la tour Montparnasse, la rénovation de la gare Montparnasse, et dans laquelle il a obtenu la construction d'une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Bernard, du nom de son fils aîné qui était mort prématurément en 46. Donc vous voyez, là il faudrait une autre conférence et rentrer beaucoup plus dans le détail urbanistique qui est relativement complexe, mais on a quelqu'un dont le conservatisme en quelque sorte était assez moderne puisqu'il visait à maintenir la vitalité, en quelque sorte, organique de la cité. Je citerai une dernière anecdote qui m'a paru en relisant un peu les différentes notes. Il avait proposé l'édification d'une voie piétonne, et si on regarde bien, on peut partir de la rue Bonaparte pour aller quasiment jusqu'à la rue de l'Éperon, uniquement par des cours et par des cours intérieurs et des passages. Ça serait pas difficile de faire de ce trajet-là une voie piétonne. Donc, il était assez novateur. Voilà, c'est un parcours très, très, très rapidement tressé. Il y aurait, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de tiroirs à ouvrir et beaucoup d'albums à feuilleter, mais j'espère que ça vous a donné une petite idée d'un parcours au service de la ville et de ses électeurs. Certaines positions qu'il a prises ont été suivies. L'archiviste que je suis souhaiterait savoir de quel type d'archives vous disposez, qui vous sont parvenues, et en particulier, est-ce que vous avez des correspondances de famille? Oui, parce que le premier fonds, c'est une lettre quasiment quotidienne qu'il a écrite à sa mère entre son arrivée en novembre 1909 et son mariage. Donc là, et qu'elle a religieusement gardé. Donc ça, c'était le premier fonds. Ensuite, j'ai les carnets intimes. C'est assez amusant parce que, par exemple, quand il rencontre le pape Pie XI, le récit qu'il fait à sa mère et ses notes personnelles, enfin, on dirait que la lettre à sa maman atténue beaucoup l'impression mitigée qu'il avait eue. Et donc, ça, c'est un premier fond. Un deuxième fond, ce sont les deux carnets que j'ai eus le printemps 40 et été 44. Ça, c'est très, très intéressant. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de dossiers manuscrits, notamment, enfin, de dossiers originaux, mais par exemple, tout ce dossier que j'ai retrouvé où il y avait marqué Saint-Sulpice, affaire allée du séminaire, je pense qu'il y a eu un travail fait à son décès de la part de sa secrétaire et de sa femme, et j'ai des inventaires, et malheureusement, je n'avais pas retrouvé toutes les pièces qui étaient à l'inventaire. Il y a un tout petit fonds aux archives de Paris que je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi il a créé, enfin, qui a légué ces archives et pourquoi elles y sont. Enfin, il faut savoir que ça existe. Oui, parce que finalement, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une suite de correspondances similaires. Enfin, on a eu l'occasion de recevoir ici les Gautier, Oui. voilà, et effectivement, c'était une correspondance, j'allais dire, de guerre, Ouais. en quelque sorte. Et c'est intéressant de voir, peut-être à plus forte raison, parce que c'était entre guillemets un provincial, donc il devait garder des liens avec sa famille, mais d'avoir comme ça une continuité à la fois de correspondance et finalement de prise de notes lui-même dans ses fonctions au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Et en plus, il y avait une autre correspondance avec un personnage étonnant qui s'appelle Louise de Guérine, qui était un auteur catholique du 19e siècle, qui avait un salon, etc. Enfin, donc, ça permet d'avoir une véracité, un grain de la vie qui est tout à fait étonnant. Voilà, donc c'était une grande chance. On avait pas mal de boulot pour déchiffrer tout ça. Mais Y a-t-il des questions ou des témoignages? Oui, bonjour.
Voilà. La question que je me pose, c'est que vous avez expliqué qu'il y a quand même une traversée du désert entre 47 et 53. Ouais. Et ensuite, on a un petit D53, il reprend des responsabilités finalement assez élevées au sein du nouveau conseil municipal de Paris. Mais est-ce qu'il était, ça veut dire qu'il avait déjà des alliés, il avait déjà une espèce de notoriété, de respect de la part des autres conseillers municipaux? Parce que s'il a été un peu désavoué entre 44 et 47, on peut s'imaginer qu'en 53, il part un peu à zéro, qu'il n'a pas forcément. Euh, mais il faut voir le contexte aussi national. En 51, arrive au pouvoir un Antoine Pinay qui a été membre du Conseil national de Vichy. La parenthèse post-libération, elle est terminée. Il y a des, bon, sans rentrer trop dans les détails. Donc ça, c'est le contexte national a changé. Au niveau municipal, le RPF avait fait, razzia avait je crois 60% des sièges du conseil municipal en 47. C'était Pierre de Gaulle qui était le président du conseil municipal à l'époque. La majorité gaulliste a explosé au niveau parisien comme elle a explosé au niveau national. Donc en 51-53, on retrouve des gens qui étaient, qu'il connaissait d'avant la guerre. Et puis, il avait, et je pense que c'est plus important encore, une équation personnelle dans le 6e arrondissement qui faisait qu'il avait un socle électoral et que c'était intéressant pour ses colistiers de l'enrôler parce qu'il apportait des voix. Réellement. Et j'ai pas eu le temps de parler de son travail au quotidien, mais il recevait chez lui, c'est-à-dire un des derniers à recevoir chez lui, mais tous les 1 à 2 fois par semaine, tous ses électeurs. Donc il y a vraiment un enracinement qui était tout à fait important. Mais le contexte général des années 50, c'est quand même un retour de la droite au pouvoir. Donc, c'est bon. On n'a pas préparé. Euh, Est-ce que vous connaissez son opinion sur ce qui a fait la célébrité de Saint-Germain dans les années 50, c'est-à-dire les philosophes existentialistes et le jazz, les caves, C'est une question très difficile. Je n'ai pas de source. J'ai une archiviste à côté de moi. Je n'ai pas de source. Alors, j'aurais pu me livrer à des, comment dire, à une enquête familiale en interrogeant faire de l'histoire orale, si je puis dire. Euh, je pense qu'il faisait plutôt partie, il y a un moment donné, un récit de Guillaume Anoto qui dit on a pris possession des deux magots, on a dérangé les vieux messieurs qui jouaient au jaquet. Je pense qu'il était plutôt du côté des vieux messieurs qui jouaient au jaquet que, voilà. Mais il a jamais été en plus, même jeune, très, comment dire, très à la page. Mais je voudrais signaler une chose, c'est que en 1927, il y a eu une polémique parce que Joseph Delteil, qui est un délicieux écrivain post-surréaliste de cette époque, avait fait une biographie de Jeanne d'Arc qui avait fait un peu sensation parce qu'il parlait des cuisses de bonne fermière de Jeanne d'Arc et c'était un thème d'employer ce type de vocabulaire. Et Delteil parle de Jeanne d'Arc comme une personne réelle. Et il avait été appelé à faire une médiation pour déterminer si c'était correct de pouvoir, si Delteil avait raison, et il a conclu en faveur de Delteil. Donc, bon, au-delà du jardin, il me semblait qu'il avait intervenu sur l'extension de la liste d'observatoire dans le prolongement euh, du jardin du Luxembourg en allant vers le boulevard du Montparnasse. Ah, pour moi, ça, c'est des travaux qui datent d'Haussmann, hein. Non, Non, je sais pas, ouais, pas à ma connaissance, on va dire. Non, là où là, je suis passé très rapidement, mais par exemple, on parle de Sainte-Odile, on parle d'un centre de construction dans lequel sur Sainte-Odile notamment, il a vraiment beaucoup travaillé avec
pour débloquer le chantier, etc. Donc, sur la question de l'allée de l'observatoire, du petit Luxembourg, c'est bien entendu. C'est Haussmann et c'est Napoléon III qui a décidé que cette partie qui correspondait à la Chartreuse de Paris serait lotie, et donc il y a la rue Auguste-Comte a été passée sur le territoire de la Chartreuse, et une partie du territoire de la Chartreuse se trouve inclus maintenant dans le jardin de Luxembourg. Et ensuite, on a construit des facultés de pharmacie, et je voudrais savoir, vous avez parlé des fortifications, est-ce qu'il est intervenu pour la création de la cité universitaire? J'ai un doute, mais je ne crois pas en tant que tel. Parce que ça intéressait Oui, tout à fait. Je sais qu'il est intervenu sur la partie ouest, ce qu'on appelle maintenant les immeubles Walter. Très clairement, il a fait une intervention au conseil municipal sur la porte Maillot pour notamment faciliter l'accès aux voitures, comme quoi, en disant qu'il fallait ouvrir la capitale sur l'extérieur, ce qui était relativement moderne, parce que les Parisiens avaient tendance à ne pas penser à ouvrir vraiment les vannes, les avenues vers l'extérieur. La cité universitaire, pas spécifiquement, mais je peux me tromper. Parlez-moi. Excusez-moi, les questions sont se suivent les unes des autres. Est-ce que vous savez, par rapport au Pompidou avait de grands projets, et toi, Pompidou, il y a aussi un axe dans le sud qui devait dévaster un certain nombre de choses, et il y a eu à ce moment-là des polémiques. Et est-ce qu'il a pris position? Est-ce qu'il a été concerné à ce moment-là? Alors, je n'ai pas de réponse directe, mais ce qui est clair, c'est qu'il a toujours soutenu l'opération Montparnasse et la construction de la gare Montparnasse telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce qui était la radiale des Vercingétorix ou des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui leur est souvenu. Peut-être que un axe allant du périphérique actuel à Montparnasse, ce genre de choses, il aura peut-être regardé avec plus de nuances. Mais une fois que Paris était dans Paris, si je puis dire, il ne fallait pas y toucher. Ou avec d'infinies précautions. Il y a une intervention sur la gare d'Orsay où il dit on ne touche à Paris qu'avec d'infinies précautions. Nous allons vous remercier parce que nous sommes obligés de rendre la salle. En tout cas, on pourrait vous entendre encore des heures justement pour avoir une idée de toute la durée, pour cette durée extraordinaire de vitalité, de longévité municipale, on pourrait vous entendre autant. Merci beaucoup en tout cas. Je vous compris, hein, mais